Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Lutte contre la Covid-19, la Côte d'Ivoire renforce les mesures, entre autres l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire, l'intensification du contrôle du port de masque obligatoire, notamment dans le transport en commun et répression en cas de non-respect. Des décisions prises ce jeudi au cours du Conseil national de sécurité présidé par le chef de l'État. Ils sont 652 acquéreurs de logements qui sont soulagés. La CICOJ leur remet les clés du programme immobilier baptisé Cité Ado, situé à Yopougon. C'était lors de la cérémonie de lancement des travaux de l'opération immobilière Azito 2 de la Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière située dans la même commune de Yopougon. Nous sommes jeudi à suivre le dossier politique. Ce soir, focus sur la première législature de la Troisième République. Les députés actuels ont achevé leur mission officiellement le 31 décembre 2020. On fera le bilan des travaux et on verra également des mouvements internes de la Chambre basse, reflet de la recomposition du paysage politique. Rentrée des classes ce jeudi pour la sénatrice Mariam Dao Gabala, le professeur Martin Bléou et maître Simon Abbé. Installation officielle des membres du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football. Ils assurent de leur engagement à réussir la mission. On ouvre ce journal avec la lutte contre la Covid-19, les cas en hausse dans le pays ces derniers jours. Les autorités ivoiriennes appellent au respect des mesures barrières. On fait le point, je vous donne les chiffres de ce jeudi. Le ministère de la Santé enregistre 154 nouveaux cas de Covid-19 sur 1330 échantillons prélevés, soit 11,6% de cas positifs, 252 guéris et pas de décès. La Côte d'Ivoire compte donc 25 751 cas confirmés, dont 24 119 personnes guéries, 142 décès et 1490 cas actifs. Et comme on le voit, les cas positifs sont en hausse ces derniers jours. La Côte d'Ivoire prend des mesures face à la situation. Le Conseil national de sécurité s'est réuni aujourd'hui, présidé par le chef de l'État. Entre autres décisions, l'instauration de l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire du 21 janvier au 28 février 2021. Je vous propose le communiqué lu par Abou Sanogo. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi 21 janvier 2021 au Palais de la Présidence de la République une réunion du Conseil national de sécurité CNS. L'ordre du jour a porté sur le point suivant: la situation sécuritaire générale, le point de l'attaque des casques bleus ivoiriens au Mali, l'évolution de la pandémie de coronavirus 2019 en Côte d'Ivoire. Au titre de la situation sécuritaire générale, à la suite de l'analyse de la situation sécuritaire de l'année 2020 par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil national de sécurité a noté avec satisfaction une amélioration continue de la situation sécuritaire depuis 2012. Cette amélioration de l'environnement sécuritaire résulte des importants moyens engagés par le gouvernement, conformément à la loi de programmation militaire 2016-2020 et à la loi de programmation des forces de sécurité intérieure 2016-2020 au profit des armées, de la gendarmerie et de la police nationale, qui sont plus professionnels et mieux équipés. Cette amélioration est due également aux opérations de sécurisation menées régulièrement par l'ensemble des forces de défense et de sécurité sur l'ensemble du territoire. À cet égard, le président de la République a félicité le Premier ministre, ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, ainsi que les grands commandements pour les importants résultats obtenus. Il les a exhortés à finaliser les travaux en cours afin de doter notre pays de nouvelles lois de programmation militaire et de sécurité intérieure pour la période 2021-2025. Au titre de l'attaque des casques bleus ivoiriens au Mali, le chef d'état-major général des armées a fait un point de situation de l'attaque du contingent ivoirien survenu le mercredi 13 janvier 2021 au nord de Tombouctou, au Mali, dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, et de sa mission de remobilisation. Le bilan définitif de cette attaque fait état de 4 morts et 3 blessés dont l'état restait stable. Le président de la République, après avoir remercié les Nations Unies et le gouvernement malien pour l'hommage rendu aux soldats ivoiriens, a présenté ses condoléances aux familles endeuillées et formulé des vœux de prompt rétablissement pour les blessés.
Il a par ailleurs instruit le Premier ministre à l'effet d'organiser un hommage national à l'honneur de ces braves et vaillants soldats le lundi 25 janvier 2021 à la place d'armes de l'état-major général des armées. Au titre de l'évolution de la pandémie de coronavirus 2019 en Côte d'Ivoire, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a fait un point de l'évolution de la pandémie de coronavirus 2019 dans notre pays. Ainsi, à la date du 20 janvier 2021, la Côte d'Ivoire dénombrait 25 597 cas confirmés de la COVID-19 et 142 décès. Le nombre total de guéris est de 23 867. Le nombre de cas actifs est actuellement de 1588. Ces résultats qui traduisent une bonne maîtrise de la pandémie en Côte d'Ivoire sont parmi les meilleurs en Afrique et dans le monde. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a cependant fait remarquer qu'au cours des récentes semaines, une augmentation du nombre de cas positifs a été observée en Côte d'Ivoire. Cette augmentation s'explique essentiellement par le non-respect pendant la période des fêtes de fin d'année des mesures barrières, notamment le port du masque, la distanciation physique et le lavage des mains. Afin de maîtriser et juguler cette augmentation, sur proposition du comité de veille de la COVID-19, le Conseil national de sécurité, après analyse, a décidé des mesures suivantes. L'intensification du contrôle de l'obligation du port du masque, notamment dans les transports en commun, les services publics et privés et tous les espaces publics. La stricte application des mesures de répression en cas de non-respect des gestes barrières. La révision du délai de validité du test COVID-19 pour l'entrée et la sortie en Côte d'Ivoire qui passe de 7 jours à 5 jours. L'instauration de l'état d'urgence sanitaire sur toute l'étendue du territoire du jeudi 21 janvier au dimanche 28 février 2021. Par ailleurs, le président de la République a donné des instructions afin que le processus d'acquisition des vaccins anti-COVID-19 soit accéléré. Le président de la République a félicité tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la pandémie et a exhorté les populations vivantes en Côte d'Ivoire à plus de responsabilité, de discipline et de civisme quant au respect des mesures barrières. Fait à Abidjan le jeudi 21 janvier 2021. On reste avec Abou Sanogo. Il en parlait d'ailleurs à l'instant dans le communiqué du Conseil national de sécurité. Nos forces sont engagées au Mali. Les hommages se multiplient après l'attaque qui a eu lieu au sud de Tombouctou dans le cadre de la MINUSMA. 4 soldats ivoiriens ont perdu la vie. Ce sont les premiers à être tués au combat à l'étranger. Le chef d'état-major général des armées a rencontré les parents pour leur témoigner le réconfort de toute la nation. Arrivés à l'état-major général des armées, les visages endeuillés, les parents des victimes de l'attaque des casquettes bleues ivoiriens au Mali, encore sous le choc, ont été reçus par le général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, ce mercredi 20 janvier. Cette action intervient quelques jours après sa visite auprès de ses hommes au Mali, précisément à Tombouctou. L'objectif est resté le même, traduire la compassion de toute la nation et des forces armées aux familles des disparus. Il les a assurés de son soutien avant, pendant et après les obsèques. Il leur a en outre expliqué les circonstances dans lesquelles leurs enfants, maris, frères, oncles, neveux ont perdu la vie. L'engin dans lequel ils se trouvaient a marché sur un engin explosif improvisé lors d'une mission. C'est toujours difficile pour un chef de perdre des hommes. Quand vous envoyez des gens en mission, vous espérez que tous vous reviendront au terme de la mission. Mais il y a ce que nous souhaitons. Il y a ce que Dieu décide. Et on ne peut que s'incliner devant la volonté de Dieu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour leur rendre des honneurs à la hauteur du sacrifice qu'ils ont consenti. Le général de corps d'armée Lassina Doumbia a aussi informé les parents des victimes qu'une cérémonie d'hommage militaire a déjà été faite en leur mémoire le mardi 19 janvier dernier au quartier général de la MINUSMA à Bamako par l'ONU et l'État malien. Et ils ont reçu à cet effet la médaille d'honneur des Nations Unies à titre posthume. La compassion du chef d'état-major général des armées n'a pas seulement été traduite par des mots, mais aussi par un soutien financier à hauteur d'1 million de francs CFA, remis séance tenante aux familles de défunts pour les premières démarches funèbres. Les familles éplorées, soulagées par ce geste, ont exprimé toute leur gratitude au chef d'état-major général des armées pour son soutien à travers l'aide qu'il leur apporte dans ces moments difficiles que traversent l'ensemble des familles. Au cours de cette rencontre, le programme des obsèques a été connu. Jeudi 21 janvier, audience accordée par le Premier ministre et ministre de la Défense Ahmed Bakayoko aux familles des victimes. Vendredi 22 janvier,
Arrivée des dépouilles par voie aérienne à la base aérienne d'Abidjan à 17 h. Lundi 25 janvier, cérémonie d'hommage national à l'état-major général des armées en présence du chef de l'État Alassane Ouattara, chef suprême des armées, à la suite de laquelle les dépouilles seront remises aux familles. Une nouvelle plus guère, l'État met en œuvre sa politique sociale. C'est le soulagement pour 652 souscripteurs au programme de logements sociaux de la SICOJ. Ces acquéreurs du programme immobilier baptisé Cité Ado, situé à Yopougon, ont officiellement reçu ce jeudi les clés de leur maison. C'était lors de la cérémonie de lancement des travaux de l'opération immobilière Azito 2. Mahama Traoré. Grâce à la SICOJ, Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière, ils peuvent désormais compter au nombre des propriétaires de logements en Côte d'Ivoire. Ces 652 souscripteurs à l'opération immobilière Cité Ado de Yopougon peuvent désormais accéder à leur maison. C'était un peu difficile, mais aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir chez moi. Voilà. Depuis 2012, on a commencé la souscription. On est obligé, en plus de payer les loyers, pour payer l'appartement. Ça a été vraiment difficile pour nous. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, cela prend fin. En septembre dernier, nous avons remis des clés à Bobo PK18. Aujourd'hui, nous sommes là pour remettre des clés. En février, nous serons de retour à Bobo pour remettre des clés. Si la pandémie ne nous empêche pas, avant la fin du premier trimestre, nous allons lancer la première opération Ville Nouvelle du côté des Grands Bassins. Cette année, le gouvernement entend insuffler un dynamisme nouveau au programme de construction et d'acquisition des logements sociaux et économiques. Le gouvernement tient à rassurer les populations et les acquéreurs des logements sociaux. L'État tiendra ses engagements jusqu'au bout. Nous allons élargir le projet à l'intérieur du pays. C'est près de 51 700 logements qui seront construits dans tous les chefs-lieux de département de notre pays, puisque à l'intérieur, les besoins aussi sont importants au niveau des logements sociaux. En ce qui concerne la SICOJ, elle vient de lancer la construction de la deuxième tranche de l'opération immobilière Les Résidences Azito sur ce site de 6 hectares à Yopougon. Le défi est de livrer 1006 logements dans les 18 prochains mois, en plus de la réalisation des voiries et réseaux divers VRD, dont les travaux ont été lancés ce jeudi. Autre bonne nouvelle, les 3 syndicats de producteurs du café cacao lèvent leur mot d'ordre de grève. Ils ont rencontré le ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjoumani. Les préoccupations de ces acteurs portaient notamment sur la mévente actuelle du produit et de l'appui aux organisations professionnelles agricoles ou encore la gestion de leurs acquis. Un accord est trouvé sur l'ensemble de ces questions. On le voit avec Jean-Luc Bambo. Une rencontre qui aboutit sur une décrispation dans la filière café-cacao. 3 syndicats de producteurs qui avaient engagé une grève illimitée depuis le lundi 18 janvier afin d'attirer l'attention des autorités sur leurs préoccupations ont décidé de lever leur mot d'ordre. Au regard des avancées, des échanges et privilégiant la voie du dialogue, nous voulons vous rassurer que le dossier fait l'objet d'une bienveillante analyse par le gouvernement afin de trouver une solution à nos différents problèmes. Fort de cela, nous, Synapsi, Anaprosi, Sinéa, Grissi, levons en ce jour du jeudi 21 janvier 2021 le mot d'ordre de grève engagé depuis le lundi 18 janvier 2021. Les préoccupations des producteurs portaient notamment sur le stock des arriérés de la campagne 2016-2017 d'un montant de 1,6 milliard de francs CFA, l'appui aux organisations professionnelles agricoles par le Conseil Café-Cacao, la gestion des actifs des producteurs et la mévente actuelle du cacao. Le ministre de l'Agriculture, qui a conduit les échanges depuis le mardi 19 janvier, s'est félicité de l'issue heureuse de ce dialogue. Les organisations professionnelles agricoles, avec leurs syndicats, avaient besoin d'un certain nombre d'informations. C'est pour cela qu'ils avaient émis des griefs. Et nous venons de lever ces griefs en leur donnant les informations vraies. Les 3 syndicats ont toutefois promis de ne pas baisser la garde dans la défense de leurs intérêts. Ils annoncent ainsi, dans les prochains jours, une tournée d'information et de sensibilisation auprès de leurs membres.
Dans ce tour de l'actualité, on s'arrête ce soir au Parlement. Le mandat des députés est officiellement terminé le 31 décembre 2020, fin également de la première législature de la Troisième République, 4 années de travaux parlementaires. L'Assemblée nationale a été aussi bousculée par des mouvements internes, le reflet de la recomposition de la scène politique. Que retenir de ce mandat au moment où la Chambre basse renouvelle ses sièges? Le dossier politique est signé Gabriel Zani. Officiellement, le jeudi 31 décembre, dernier jour ouvrable de l'année, la session ordinaire 2020 de l'Assemblée nationale a pris fin dans cet hémicycle. Avec elle, la première législature de la Troisième République ouverte le lundi 3 avril 2017, premier jour ouvrable du mois d'avril. Que de débats houleux ont eu lieu ici en plénière, que de projets de loi examinés en commission. Des lois importantes ont été votées. On peut citer la loi organique portant organisation de la Cour de cassation, la loi organique sur le Conseil d'État, la loi organique sur la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. 48 lois à impact direct sur la vie des populations ont été votées par la CAGI. Par exemple, en 2018, la votation de la loi relative à l'état civil. En 2019, celle portant sur l'adoption, pour ne citer que ces travaux. La loi sur le nom, la possibilité est laissée à tous les Ivoiriens, au moment donc de déclarer la naissance de l'enfant, d'ajouter en plus du patronyme du papa, le patronyme, le nom donc de la maman, de sorte que si la maman descend d'une famille qui n'a pas de garçon, le nom de son papa ne disparaisse pas. 255 députés partagés en 6 commissions et repartis en 4 groupes entre le RHDP, le PDCI, le Rassemblement, Vox Populi et des parlementaires restés indépendants au regard des mutations politiques survenues. En effet, en avril 2017, à l'ouverture de la première session de la première législature, le PDCI n'intègre pas le groupe RHDP. Et en février 2019, Guillaume Soro démissionne de la présidence de l'Assemblée nationale. Amadou Soumaoro est élu à la tête de l'hémicycle en mars 2019. Des couleurs politiques qui n'ont pas toujours facilité le graissage de la machine. On a eu à adopter le code forestier, donc toutes les organisations de la société civile en charge de la préservation de la forêt, nous avons demandé leur avis sur le projet de thèse. Nous avons également consulté des experts et surtout aussi le ministère. Mais après cela, parce qu'une chose est d'analyser et d'examiner en commission, mais nous nous retrouvons pour adopter le rapport, malgré nos divergences politiques. Et ça n'a pas été facile, mais nous y sommes arrivés. Il y a eu des lois sur lesquelles et l'opposition parlementaire et les parlementaires proches du pouvoir ont réussi à trouver un consensus facilement. Il s'agissait par exemple des lois sur le code de la famille, la loi sur le mariage, la loi sur la filiation. Mais il y a par contre des lois au cours de cette législature sur lesquelles il y a eu de gros accrochages. Il s'agit entre autres de la loi portant révision de la Constitution, la loi sur la CEI, la commission électorale indépendante, et puis la loi sur la nouvelle carte d'identité biométrique. Ceux qui sont proches du pouvoir ont défendu d'autres arguments. À la fin, c'est la démocratie qui a triomphé. La démocratie qui avance au milieu des contradictions, des ajustements entre députés RHDP et ceux de l'opposition. Cependant, voter des lois, ce n'est pas tout. Les députés se sont attelés aussi à expliquer leurs motifs aux électeurs. Nous avons donc procédé à une invitation des masses, des associations, des populations de Yopougon, afin de leur expliquer donc, la fin de session, et leur expliquer le contenu du travail parlementaire qui a été fait, essentiellement donc, dans le cadre donc, de la commission des finances, expliquer les investissements qui sont prévus ville par ville, quartier par quartier, département par département. Et cela a permis aux populations de comprendre exactement où les investissements sont situés. Des électeurs toujours partagés sur le travail de cette première législature pendant que s'annonce le renouvellement des députés en avril prochain. Les députés, nous plaçons nos confiance à eux, mais en retour, nous ne recevons rien d'eux. Donc pour moi, ils luttent pour leur propre intérêt, pas pour la nation. L'ancienne législature a fait ce qu'elle peut faire. Aujourd'hui, il y a de nouvelles élections pour renouveler l'Assemblée nationale. Donc je pense que les députés soient conscients que c'est le deuxième pouvoir de la République et qu'ils doivent penser à construire la nation que de s'attacher à des partis politiques.
Des attentes des Ivoiriens grandissantes d'année en année du fait de l'urgence des besoins. L'Assemblée nationale fait l'effort d'en tenir compte en contrôlant l'action du gouvernement. Nous avons pu voir défiler devant l'Assemblée nationale un certain nombre de membres du gouvernement. Je vais citer par exemple le ministre de la Santé à l'occasion du déclenchement de la crise de la Covid-19 pour expliquer aux députés ce que c'était que cette maladie-là et surtout les mesures qui sont prises pour préserver la santé des populations. Nous avons vu passer également la ministre de l'Assainissement pour expliquer aux députés les actions qui sont menées par le gouvernement pour préserver les populations des inondations qui ont eu cours à l'occasion des pluies diluviennes qui se sont abattues non seulement sur la ville de l'Abidjan, mais aussi sur tout le pays. À l'hémicycle, il n'y a pas que les lois, la représentation des populations ou encore le contrôle de l'action gouvernementale. Il y a aussi la diplomatie parlementaire qui fait partie aujourd'hui du rayonnement de la Maison des députés. L'Assemblée nationale participe à un certain nombre d'organisations interparlementaires où elle entend faire valoir son positionnement, elle entend faire valoir son avis sur les grandes questions qui préoccupent le monde. Au niveau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, un certain nombre de mesures ont été édictées et la Côte d'Ivoire a participé à la prise de ces mesures-là sur la façon dont les parlements devraient fonctionner à l'aune de la crise sanitaire que connaît le monde. Amadou Soumaoro, le président de l'Assemblée nationale, prend la présidence de l'APF, Assemblée parlementaire de la francophonie, en juillet 2019, plébiscitée par ses pairs. D'intenses activités de repositionnement du travail des 255 députés élus en 2016. Dans cette législature exceptionnelle de 4 ans au lieu de 5, selon les dispositions transitoires de la Constitution de 2016, 173 lois ont été votées au total. Le dossier politique, le point de la première législature de la Troisième République et au nombre des acquis de cette législature, le CNDH qui a lancé l'Université des droits de l'homme, un cadre de formation dans ce domaine destiné à l'ensemble des acteurs de la société civile désireux de se former sur la thématique. Ce jeudi, c'était le lancement des programmes 2021. Les auditeurs de la dernière promotion ont reçu leur parchemin en présence du ministre de la Réconciliation, Laure Goetti. 80 auditeurs reçoivent des parchemins de l'Université des droits de l'homme, l'UDDH, après des formations sur la thématique des droits de l'homme. Aujourd'hui, c'est de la joie, c'est une satisfaction pour nous d'être formés dans cette université et avoir des rudiments nécessaires pour défendre les droits des hommes et aussi connaître nos droits. Nous avons beaucoup appris en ce qui concerne les thématiques des droits de l'homme. Et comme nous savons que la question des droits de l'homme est une question majeure, nous sommes vraiment sortis heureux de cette formation-là. Cette cérémonie de remise d'attestation marque l'ouverture de la session 2021. L'invité spécial, Kwadwo Konambertin, a prononcé la conférence inaugurale de la 6e session sur le thème « Droits de l'homme et cohésion sociale en Côte d'Ivoire, quelle stratégie d'action pour une réconciliation réussie et une paix durable ?» Les droits de l'homme sont l'expression d'exigences humaines fondamentales et se réfèrent donc à la notion de dignité et d'égalité de la personne humaine. Les droits de l'homme sont des garanties juridiques universelles qui protègent les personnes et les groupes de personnes. Selon la présidente du Conseil national des droits de l'homme, CNDH, initiatrice de ce projet, la session 2021 va connaître des innovations. L'UDDH a signé 2 conventions en 2020. L'une avec l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire pour permettre à ceux qui sont à l'intérieur du pays et ceux qui ne peuvent pas se former en présentiel à l'Université des droits de l'homme du CNDH de le faire à travers les techniques de l'information et de la communication. L'autre, avec l'Institution nationale de formation judiciaire. Initiée en 2018 par le CNDH, ce sont 543 auditeurs au total qui ont bénéficié des formations de l'UDDH. Ces formations en session ordinaire et intensive sont initiées dans le but de répondre à des besoins de connaissances en matière des droits de l'homme. Sont concernés magistrats, avocats, officiers de la gendarmerie et de la police, enseignants, étudiants et membres de la société civile.
Ces experts formés sont aussi appelés à contribuer à la paix. Il y a 2 mois ont eu lieu les affrontements intercommunautaires dans le village de Teiri. La secrétaire d'État aux droits de l'homme rencontre les populations. Emezebeyou appelle à la cohésion sociale. Éric Goré. La secrétaire d'État chargée des droits de l'homme dans le village de Teiri. Village situé à 33 km de Gagnoa pour échanger avec les populations sur l'importance du vivre ensemble. Après quelques tensions enregistrées lors du scrutin présidentiel du 31 octobre dernier. Ces vives tensions ont causé des morts, des blessés et des dégâts matériels énormes. Il faut vite tourner la page. Un message de paix, de réconciliation et de pardon. Je les ai appelés à exhorter à la tolérance et à l'acceptation de l'autre dans la différence. En prévision des élections législatives, il était bon de mon devoir de venir les voir et pour leur dire de respecter le droit de chacun. Nous avons rencontré la communauté BT et nous allons maintenant de l'autre côté rencontrer la communauté halogène pour échanger avec eux sur les différents points, pour faire en sorte que le vivre ensemble puisse revenir à tous les membres de la population pour que ça puisse, ils puissent être ensemble. Il s'agissait pour la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme d'appeler autochtones et halogènes à fumer le calumet de la paix pour que la confiance revienne dans cette localité. Le gouverneur du district autonome d'Abidjan prône aussi la paix. Robert Grimambé a reçu une délégation des IBEB du Kosroum. Elle est conduite par leur porte-parole Frédéric Gramel. Le gouverneur avait parrainé la cérémonie du 26 décembre 2020 au cours de laquelle les IBEBou ont montré leur attachement à leur culture et à la cohésion sociale. Robert Grimambé a pris l'engagement d'aider au développement de Kosroum. Et puis la nouvelle année est une occasion pour le ministère de la Communication de faire le point des activités et envisager les perspectives 2021. Ce jeudi, il s'est tenu une cérémonie avec les organisations professionnelles. C'était à l'ISTC à Cocody, occasion de les inviter à plus de responsabilités dans l'exercice de leur métier. Elle lui fait partie des professionnels qui ont marqué le milieu, idole de plusieurs générations de passionnés de ce métier. Roger Edmond Fulgence Kassi, animateur vedette de la RTI, décédé à l'âge de 33 ans le 20 janvier 1989. RFK reste intemporel. Aujourd'hui encore, une source d'inspiration. Il aura su réinventer la télévision, son œuvre, quelques extraits de plateaux, émissions, témoignages. RFK, 32 ans, qu'il a laissé le micro. Franck Wadio s'en souvient. Wow, comment ça va? C'est la vidéo qui illustre bien l'homme. De l'ombre à la lumière, et l'étincelle jaillit, on aurait pu dire une étoile filante. En Côte d'Ivoire, Roger Edmond Fulgence Kassi incarnait si bien la télévision. Tant qu'il y aura des hommes et des femmes sensibles à la chose musicale et capables d'apprécier un bon chanteur et une belle orchestration musicale, Podium vivra, 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 vivra. L'homme né le 16 novembre 1955 à Tomodi, dans le centre du pays. C'est en 1977 qu'il fait son entrée et ses premières armes à la télévision ivoirienne. Quelqu'un pour te parrainer comme parrain, tu penses à qui? Aïcha Kone. Aïcha Kone? Oui. Je vous signale, amis téléspectateurs, que vous pouvez éventuellement contacter nos premières chances d'aujourd'hui. RFK, comme on l'appelait affectueusement, aimait à côtoyer l'excellence. Ancien du collège municipal de Boaké, il est l'un des meilleurs élèves du studio-école de la RTI en 1975, sous la férule des dévanciers tels Clémentine Tikida ou Georges Akeïta. Du gouvernement de défendre aussi bien notre cause. Voilà, nous étions au domicile de M. Laurent Donafologo, Georges Benson, et nous sommes vraiment ravis. Audace, culot et innovation, 3 termes qui le caractérisent si bien. Bon, alors ce que je voudrais, tu vas tenir le micro, tu veux? Je vous en prie. Bon dimanche, Superstar Station pour les clips vidéo, Jamboree pour l'aspect live, Première Chance en 1981, Nangeli en 1984, Portrait d'artiste, RFK Show, que d'émissions, mais surtout Tremplin en 1976, qui servira de terreau à Podium, l'émission qui favorisera comme première chance l'éclosion de bien de talents. RFK était aussi un artiste accompli qui n'hésitait pas à tutoyer le chant
et les instruments de musique. Et d'autre part, une télévision. 1988, Roger Fulgence Kassi ressent les premiers signes de l'immense fatigue qui le lâchera difficilement. Octobre 88, une légère embellie, puis la rechute. 20 janvier 1989. Sa dernière demeure, Kokombo, son village, Roger Edmond Fulgence Kassi s'en est allé à l'âge de 33 ans. RFK, 32 ans qu'il a laissé le micro, la RTI ne l'oublie pas. Le football ivoirien se réorganise. Les membres du comité de normalisation ont fait leur entrée des classes jeudi. La sénatrice Mariam Dao Gabala, le professeur Martin Bléou et maître Simon Abbé, officiellement présentés à l'ensemble des acteurs du ballon. Moyabi Diabaté, Patrick Dadier. Mis en place par la FIFA le 14 janvier 2021, le comité de normalisation a été officiellement installé au siège de la Fédération ivoirienne de football ce jeudi 21 janvier 2021. La présidente Mariam Dao Gabala, épaulée dans sa tâche par le professeur Martin Bléou et maître Simon Abbé, se sont officiellement présentés aux acteurs du football local ainsi qu'à la presse nationale et internationale. Entouré de ses pairs, du directeur de cabinet du ministre des Sports, Alayaou François, et du directeur exécutif de la FIFA, Sam Etiassé, la présidente du comité de normalisation, Mariam Dao Gabala, a affiché son optimisme vis-à-vis de la mission qui leur a été assignée par la FIFA. La gestion des affaires courantes de la Fédération ivoirienne de football, la révision partielle des statuts et le code électoral de la FIFA, la révision des statuts de certaines parties prenantes et agir en qualité de commission électorale, telle est la feuille de route du comité de normalisation. Mettant les petits plats dans les grands, autour des valeurs de transparence, de responsabilité citoyenne et de professionnalisme, la présidente du comité de normalisation a promis rencontrer les parties prenantes à la crise du football ivoirien dès la semaine prochaine. On parle à présent du CHAN. La 6e édition se déroule au Cameroun. Voyons le choc. RDC-Libye comptant pour la 2e journée de la poule B. Les Libyens prennent l'avantage. Victoire 1-0. La réalisation des Mouettas au Sel permet aux Chevaliers de la Méditerranée de garder un brin d'espoir pour une éventuelle qualification en quart de finale. On retrouve Patrick Dadier. Seulement 6 minutes après l'entame de la rencontre, la Libye donne le ton avec le but du capitaine Mouettaz Ouessaïne. Après cette réalisation matinale concédée par les Léopards, les poulets le feront Ibengue vont appuyer sur l'accélérateur, mais cela sans succès, puisque la pause intervient sur le score d'1-0 à la faveur de protégés de l'équipe de Zoran Filipovic. Le double champion d'Afrique entame la seconde période avec beaucoup plus de détermination et d'abnégation. La sélection congolaise se crée pas mal d'occasions de but qui finit par payer en toute fin de partie dans les arrêts de jeu grâce à une frappe limpide d'Ernesto Luzolo Sita. Avec ce nul arraché dans les dernières minutes de ce duel, les Congolais occupent la première place du groupe B avec 4 points. La Libye, vainqueur en 2014, de son côté pour son dernier match de poule devant les Diables Rouges, devra sortir les tripes pour s'assurer une qualification. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Marine Cognan. Demain 20h, Fatou Fofana. On se quitte avec ce que dit le sage ce soir. Qui bénéficie de la confiance du crocodile se moque des menaces du varan.